Nice 9e ce soir, 9 points au compteur, de victoires, 3 nuls, 2 défaites. Monaco est donc seul leader pour la première fois depuis le début de la saison. 7 matchs, 19 points. Paris 2e à 2 points du PSG. Marseille 3e, 14 points comme Reims. 4e, on parlait de Reims tout à l'heure. En fin d'after. C'est intéressant. Lille est là. Il y a un vrai groupe là, une vraie densité devant après seulement 7 journées. Alors c'est parti bien sûr. Alors il y a beaucoup de thèmes qu'on va évoquer. On va parler d'individualité parisienne également. On parlera de Kolo Muani sorti à la pause, de Warren Zaïre-Emery qui revient beaucoup dans les commentaires et de plus en plus après chaque match du Paris Saint-Germain. Globalement les amis, ce match nul, commençons par une question assez ouverte, hein, Daniel. Tout à fait logique, tout à fait justifié. Toi qui étais au stade, d'autant plus. Sur l'ensemble de la rencontre, oui, parce que sur la première période, Nice a été au-dessus et tant qu'ils ont été capables de maintenir une grosse pression, de mettre de l'intensité et d'essayer de jouer à la récupération de la balle, des transitions rapides, ils ont été, j'allais dire, ils ont fait jeu égal. Non, je les ai même trouvés supérieurs au PSG durant toute leur capacité physique à tenir ce rythme-là. Et puis, sur la deuxième période, c'est devenu très compliqué. Le bloc a beaucoup reculé. Paris a mis la main sur le ballon, sur la rencontre. Et oui, ils ont également eu les occasions, parce qu'il y a notamment eu cette tête de Marquinhos qui aurait pu dessiner la victoire du PSG. On va dire qu'il y a eu une mi-temps partout dans cette rencontre, donc au final que ça se termine à un partout, on va dire que c'est logique. Maintenant, est-ce qu'on parle de Nice au début ou est-ce qu'on parle du PSG? Qu'est-ce que tu veux qu'on analyse en premier? Si on doit partir sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, effectivement, ne pas voir le PSG gagner un match de championnat, c'est toujours un événement. Le voir se faire bouger comme il s'est fait bouger pendant une mi-temps, c'est toujours un événement. Ne pas comprendre le jeu qui est mis en place, c'est un non-événement, puisque c'est maintenant désormais complètement habituel. C'est comme la recherche du jeu avec 9 ou sans 9. Bon, ce soir, je pense qu'il a définitivement enterré Kolo Muani. Et après tout, Kolo Muani n'est pas fait pour cette équipe. Donc autant s'en séparer et lui signer un bon, j'en sais rien, lui payer un billet d'avion et lui dire au revoir. Mais il insiste quand même, il a essayé quand même. Ça fait longtemps qu'on dit que Kolo Muani, c'est pas son joueur. Ça fait longtemps qu'il n'était pas titulaire en 9. Là, ce soir, il l'a mis. Bon, ça marche pas, il n'est pas fait pour cette équipe, Kolo Muani. Donc au revoir monsieur, on va vous prendre un billet, on va vous trouver un club et voilà. Donc maintenant, jouons avec un faux 9, que ce soit Asensio ou Kangingli, parce que de toute façon, le PSG joue mieux comme ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que le PSG joue mieux comme ça que la deuxième mi-temps était mieux ou parce que les Niçois physiquement ont largement baissé, n'ont pas été capables de maintenir une grosse pression, une grosse intensité? En plus, au milieu de terrain, il leur manque des joueurs créatifs qui savent garder le ballon, donc forcément, quand ils ne peuvent plus se projeter, ils ont du mal. Ça, c'est un petit peu difficile à dire, pourquoi le PSG a été meilleur en seconde période. Oui. Mais globalement, ce n'est pas une prestation folle du PSG. Après celle qu'on a vue à Arsenal, après, moi, depuis le début de la saison, je ne l'aurais pas vu faire un gros match. Moi, ce PSG qui est meilleur que l'an dernier, le projet, ok, je ne sais pas ce que c'est le projet. Il faut que ces joueurs progressent. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une évidence, c'est que Vitinha et Neves doivent être titulaires dans cette équipe. La seule question est qui est le troisième? Qui est le troisième au milieu de terrain? Parce que Vitinha, Neves, ça doit démarrer. Vitinha n'est peut-être pas au top, c'est pour ça qu'il ne démarre pas. Parce que sinon, je ne comprends pas. Mais en tout cas, quand il est rentré, moi, je n'ai pas vu en quoi il n'était pas au top. Moi, je démarre avec lui. Là aussi, il faut m'expliquer pourquoi il n'est pas titulaire. Il faut t'expliquer parce que quand même, il y a un coach. Donc, 90 minutes, c'était peut-être dur. Il revenait de blessure. Donc, tu vois, il y a peut-être une raison. Peut-être. Ou à moins qu'il veuille se priver de son meilleur milieu de terrain. Flo, tu vas m'en vouloir, mais il faut passer une pause rugby. Je te donne la parole dans un instant. Le rugby, rapidement, Clermont face à Toulon. Damien Tardieu. Où en est-on? Il reste 3 minutes à jouer et Clermont vient de passer devant. 19-18, une pénalité de Benrahmi Nourdapileta. Ils étaient menés de 9 points à 20 minutes de la fin, les Clermontois, et ils sont en train de tenir une précieuse victoire ici au Michelin. 2:30 à jouer, Clermont 19, Toulon 18. Flo. Juste pour finir sur Vitinha. Vitinha, c'est Luis Enrique qui l'a remis au centre du jeu, qui l'a titularisé tout le temps, versus les anciennes stars, qui l'a fait progresser. Maintenant, tu vas nous faire croire que il veut pas, il se prive parce qu'il veut juste faire tourner. Non, il y a une raison sans doute pour laquelle il fait ça. Je te dis, moi, évidemment, voilà. C'est marrant, Flo, parce que c'est la première fois que je t'entends autant sur un entraîneur dire mais il y a des raisons, ça sert à rien. Mais tu vas quand même pas essayer de discuter. Mais non, mais tu vas Vitinha... pas te poser une question quand même. Mais jamais de la vie. Tu vas quand même pas faire ça. Mais Daniel, tu es en boucle. C'est juste parce que tu es en boucle. Toi, t'es pas en boucle. Moi, j'ai rien dit. Toi, t'es pas en boucle. Daniel. T'as parlé un quart d'heure. Toi, t'es pas en boucle. J'ai rien dit. Flo a écouté la pendant une semaine. Je t'ai écouté. Il est venu avec quelques T'es arguments. en boucle de Maître Vergès. Donc, t'es en boucle. Je t'ai écouté. Il y a forcément une. Moi, j'aurais démarré avec lui. Flo, t'as la parole. Vas-y sur le match déjà de ce soir. Ça nous réunit là. C'est pour ça que c'est drôle parce qu'il fait les questions et les réponses. Effectivement, c'est pas un bon match du Paris Saint-Germain. Oui, absolument. Je l'ai dit dans le premier point, mais je pense pas qu'il ait entendu. J'ai dit qu'effectivement, c'est une mauvaise séquence du PSG. Depuis, en gros, moi, je ne situe pas comme toi, je mets pas tout à la poubelle.
Je dis juste que depuis Gérone, depuis leur entrée en Ligue des Champions d'ailleurs, les matchs du Paris Saint-Germain ne sont pas satisfaisants. Ce que veut faire Luis Enrique, effectivement, notamment avec cette possession à outrance, et on l'a vu, pas efficace et pas stérile. Le jeu de handball que moi j'ai pas aimé avec Luis Enrique à l'époque de l'Espagne notamment, donc tu vois, moi j'ai pas du tout de problème avec ça. Quand il a été nul contre Newcastle avec sa compo l'an dernier, je l'ai dit, je le rappelle juste pour remettre les choses dans le contexte, je suis pas du tout l'avocat de Luis Enrique. Je dis juste que si on ne fait pas un pas en arrière, puisque tu parlais du projet, un pas de côté pour juste se dire, est-ce que tu acceptes que le PSG soit mis à mal, comme ce soir, par une très bonne équipe de Ligue 1 et ne gagne pas tous ses matchs et ne finisse pas avec 15 points d'avance. Si tu l'acceptes pas parce que tu sors tout de suite l'argument qui est entendable, hein, avec ce budget-là, avec ces recrues à ce prix-là, avec cet effectif, tu n'as pas le droit tu n'as pas de temps quand tu dois jouer un petit peu mieux quand même. Non, mais attends, oui, bien sûr, non, mais attends, tu n'as pas le droit, quand tu es au PSG, tu n'as pas le temps, il faut tout de suite gagner, c'est des conneries, tout ça. Ok, si tu es sur cette ligne-là, je comprends, et ben chaque semaine, je l'avais dit au début, dès qu'ils rencontreront un top club de Ligue 1 ou dès qu'ils iront en Ligue des Champions, avec cet effectif qui, à mon avis aussi, il faut l'entendre, est insuffisant et peut-être de la faute de Luis Enrique puisqu'il n'a pas voulu d'autres recrues, eh ben c'est comme ça. Mais si tu te dis, et si par hasard, j'y crois pas du tout, par miracle, tu as accepté, les supporters, hein, de prendre un peu de temps, je dis pas le projet, je sais pas s'il y a un projet sur 3 à 4 ans, mais de prendre un peu de temps pour te dire que tu vois une voiture qui a pris une mauvaise direction et qui est dans une impasse. Mais une impasse un peu longue, c'est-à-dire cette construction bizarre des effectifs parisiens depuis des années. Elle doit faire demi-tour. Ça prend du temps de faire ce demi-tour. Ça va pas se faire juste là. Ou alors parce que elle prend un chemin de traverse pour retrouver la route principale. Peut-être, voilà. Mais ce chemin-là, effectivement, il va prendre peut-être un peu de temps. Pendant ce temps-là, tu vas arriver en Ligue des Champions en prenant comme Arsenal contre une équipe qui elle-même, quand elle avait débuté, son projet Arteta n'était pas bonne, mais qui en est à un autre stade. Tu vas prendre des bouillons, tu vas être humilié parfois et c'est gênant. Oui, je le comprends. Si tu n'acceptes pas ça... Tu sais quand même qu'Arsenal évolue pendant qu'ils construisaient leur fameux projet. Attends, je me souviens qu'Arteta était menacé. Évolue dans un championnat 3, 4 fois, 5 fois plus relevé que la Ligue 1 quand même. Peut-être, mais ce que je veux te dire par là, c'est ce que je veux te dire juste, c'est que pour te dire, moi je leur demande de maîtriser un peu plus en Ligue 1. Qu'on peut parler avec. On a compris que c'était plus du tout le sujet. Daniel, pour te montrer qu'on peut parler aussi calmement de ce sujet-là. Moi, je te dis que le match de PSG ce soir n'est pas, enfin la première mi-temps de PSG ce soir n'est pas satisfaisante. C'est pas au niveau du Paris Saint-Germain, c'est vrai. Mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec Nice ? Pourquoi Nice était comme ça physiquement? Pas simplement parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe, parce que le PSG, avec ce jeu-là usant, a quand même mis Nice dans ses 20 mètres, dans ses 30 mètres dès le début de la deuxième période. Et il y a eu quand même beaucoup d'occasions parisiennes et il y a eu des arrêts de Boulka. Et voilà, donc après. Et en première période, il y a eu quand même pas mal d'occasions pour Nice. Ah non, en première période, je t'ai dit, le PSG a été mauvais, pas bon du tout, pas au niveau, c'est clair. Maintenant, sur l'histoire du 9, pour revenir sur ce dernier point tactique, et c'est pas pour le défendre. Là, je pense au contraire que c'est la construction de l'effectif qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'en gros, tu as Ramos comme neuf, mais moi, je n'ai jamais cru à Kolo Muani. En neuf, encore moins. Joueur de côté à la limite. Donc, évidemment que ça ne marche pas. Et là, il se dit, oui, je le retente. Bon, d'un autre côté, le retenter 45 minutes dans ces conditions-là, c'est pas non plus pour... Moi, j'y crois pas, hein, Kolo Muani, mais c'est pas non plus forcément un cadeau. Il revient vite fait à sa solution, celle qu'il préfère. C'est mieux. Bon voilà, la deuxième mi-temps est mieux, le PSG avait son niveau là, mais ce niveau du PSG qui est le niveau de cette année, c'est-à-dire un PSG qui ne va pas éclater tout le monde et qui va sans doute souffrir. Maintenant, moi je comprends, hein, si toi tu as été supporter du PSG, tu l'es sans doute encore, et tu estimes que ce club-là ne peut pas se permettre d'avoir ce temps de latence et cette construction avec un coach qui prend du temps et qui fait un peu ce qu'il veut. Moi, je l'entends, mais c'est comme ça. Le rugby, on va libérer Damien Tardieu. C'est terminé entre Clermont et Toulon, Damien. Sur la victoire de Clermont, au bout du suspense, hein, cette pénalité à 3 minutes de la fin d'Ourda Pileta. 19-18 pour les Clermontois qui préservent leur invincibilité à domicile, qui retrouvent le top 6 également. Les Toulonnais vont avoir sans doute beaucoup de regrets au vu du scénario. Ils se contentent d'un point de bonus, mais ils sont 3e, les Toulonnais. Victoire de Clermont, 19-18 face à Toulon. Bonne soirée à toi, Damien. Moi, je retiens toujours très calmement que donc la France et le PSG est unique au monde, puisque je pense que dans n'importe quel autre pays d'Europe, le club phare n'a pas ce temps-là et n'arrive pas à lobotomiser les gens, la presse. Mais pas lobotomiser. Mais non. Je pense que le Bayern n'a pas ce privilège qu'on accorde en France. Mais quel privilège? Je pense qu'en Angleterre, le Real, le Barça, laisse parler Daniel. En fait, il n'y a pas cette lobotomisation de l'opinion comme il y a eu en France. Mais c'est ok, d'accord. J'ai compris que c'était que la bataille de la communication avait fait son œuvre dans la tête des observateurs en France et qu'on nous vend cette patience, ce projet.
qu'on n'explique pas par ailleurs. Hein. Ça, je suis d'accord. Tu as raison. Quand il dit on veut tout gagner, ça veut dire quoi? En gros, cette communication qui est de dire bon bah la Ligue des Champions c'est terminé, on verra bien. Il faut. En fait, je ne sais pas. En fait, j'aimerais comprendre. Je n'arrive même pas à l'expliquer tellement je ne comprends pas. Il ne le dit pas comme ça, Daniel. On me répète sans arrêt le projet, le temps, le projet, le temps. Donc encore une fois, je répète, c'est un privilège que les clubs phares en Europe n'ont pas, mais que le PSG a. En Angleterre, il y a tellement de clubs phares que c'est compliqué et que quand un club est dans l'ombre, de toute façon, la concurrence est tellement rude que les autres passent devant. En France, cette concurrence n'existe pas, que donc depuis 2012-2013, le PSG domine la Ligue 1, que c'est aujourd'hui, donc, on a décidé que ce serait plus dur et que c'est acceptable parce qu'il y a une reconstruction avec un effectif, tu l'as dit toi-même, qui est un peu limité, mais qui a été choisi de cette façon, qui a quand même encore 800 millions de budget, qu'il y a des transferts, qu'on a choisi, le duo Campos-Luis Enrique a choisi de ne pas renforcer outre mesure cet effectif. Très bien. Et ça, c'est comme ça. Que ce PSG qui a écrasé la Ligue 1, qui a gagné assez facilement la plupart de ses titres, et des titres, que ce soit Coupe de France ou titre de champion, n'y arrive pas sur le plan européen et qu'on se dise bon ok, on peut empiler 25 titres de champion sans jamais être performant sur la scène européenne, est-ce qu'on tente autre chose? Ça peut être entendable parce que là sinon tu me dis on repart pour la même histoire on essaie sur one shot en une saison d'aller choper la Ligue des Champions comme on l'a fait en 2020 et sur un malentendu ça peut passer. Mais pourquoi? Très belle cette histoire de projet, cette histoire de projet avec un nouveau souffle, il avait été tenté après Laurent Blanc avec Emery, il a été retenté. Mais très vite les mecs se font dézinguer. Il a été retenté à chaque. Tout le monde dézingue le coach et ça ne tient pas, Daniel. Non. Non, pas vraiment. Si Emery s'est fait dézinguer, Daniel. Tourelle s'est fait dézinguer. Oui, moi je pense que c'est les deux meilleurs coachs qu'en 10 ans le PSG Ils se sont fait dézinguer parce que les gens ne voulaient même pas attendre. Même là, ils ne voulaient pas attendre. En fait, le problème, c'est pas que tu ne voulais pas attendre. C'est pourquoi ce serait l'un ou l'autre. Pourquoi ce serait il faut pas de star, il faut du temps, ou il faut du star et tu ne sais pas les gérer. Tu pourrais ne pas avoir juste des bons joueurs, avoir renforcé ton milieu de terrain sans star, mais juste avec un milieu de terrain plus fort, notamment dans la récupération, avec plus d'impact. Pourquoi ça n'a pas été possible en termes de construction d'effectifs? Pourquoi on n'est pas capable? Pourquoi c'est l'un ou l'autre? Pourquoi si tu as un mec qui sort un petit peu du lot, il n'a pas le droit d'exister? Mais tu as le droit de le gérer. Bon, mais pourquoi tu as le droit de le gérer? On n'est pas obligé de tomber dans les excès de Neymar, des autres qui faisaient n'importe quoi, qui sortaient. Vous êtes d'accord, les gars. Tu dois quand même être capable et d'avoir des joueurs, des individualités fortes et être capable de les gérer. C'est pourquoi je te dis que obligé d'avoir des kidam et de dire que tu dois être patient. Daniel, pourquoi? Tu as raison. C'est pourquoi je te dis que moi, la seule chose que je n'ai pas comprise, et c'est essentiel, c'est l'été. C'est là où moi j'étais pour Osimhen alors que certains voulaient pas, mais non parce que c'est trop cher et tout. Non, moi je pense qu'Osimhen t'aurais gagné. Dans un instant, Cameron sera avec nous au 32-16 également, supporter parisien. Appelez-nous pour débattre avec Daniel et Flo. Vous écoutez l'After, vous écoutez RMC, il est 23h, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Jamin. Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, RMC c'est l'After, 23h03, on vous attend au 32-16, on est ensemble jusqu'à minuit, vous le savez, on parlera tout à l'heure des autres matchs de la journée. Tiens, d'abord je vais accueillir Cameron au 32-16. Salut Cameron. Salut messieurs. Supporter du Paris Saint-Germain, bien et toi? Très bien. Merci de me faire laisser passer à l'antenne. Là, ça fait un petit moment que j'essaie de passer. J'ai trop de trucs à dire là. Ah bah voilà. T'as bien fait d'attendre. T'es avec nous un dimanche soir après un match du PSG. Alors on t'écoute. Exactement. Alors moi, en fait, j'appelle c'est plus entre guillemets un bilan entre guillemets. C'est un peu comme ce que vous étiez en train de faire hein. Là. Concrètement, pour une fois, je suis assez d'accord avec Daniel sur tout ce qu'il dit. C'est que aujourd'hui, on nous vend un projet, mais on comprend rien du tout. On sait pas où ils veulent en venir. On a des joueurs moyen, on nous a vendu, on arrête les stars, on arrête de surpayer les joueurs, etc. On veut plus de stars, le club avant tout, la star c'est le club, le collectif, on est derrière un entraîneur. On a un entraîneur, on sait pas aujourd'hui, j'ai du mal à voir où il veut en venir. Il a refusé de recruter des joueurs à des postes importants. Aujourd'hui, on voit que ça paye, on le paye cash. On est parti maintenant surpayer des mecs. Avant, on surpayait avec Leonardo des grands joueurs, des bons joueurs, des joueurs talentueux. Aujourd'hui, on surpaye des mids, des joueurs moyens. On surpaye des joueurs moyens. On est parti chercher Kolo Muani. Kolo Muani, la Coupe du Monde, ça lui a créé sa carrière. Ça lui a fait une carrière. Le mec, il peut aller se reposer maintenant. Parce qu'il est parti prendre un salaire de malade au PSG.
il est bidon depuis l'année dernière. Quand j'avais déjà appelé l'année dernière, je m'étais même pris la tête avec je sais plus qui était, c'était qui, et je disais, moi j'étais contre l'arrivée de Kolo Muani, qu'il fallait garder même Ekitike. On me disait non, Kolo Muani, regarde sa Coupe du Monde, regarde sa saison Bundesliga. Bundesliga, on me parlait pas de Bundesliga. Anthony Modeste, il a été meilleur buteur de Bundesliga pendant un moment, et on se rappelle de son niveau, Anthony Modeste en France notamment. Donc moi, qu'on me vende des joueurs comme Kolo Muani comme des super joueurs et qu'on fasse tout, qu'on envoie 90 patates pour un joueur comme ça, pour au final il fasse 45 minutes et on le dégage parce qu'il est bidon, moi ça me fait me dire que notre club il va droit dans le mur, parce que concrètement aujourd'hui on met des grosses sommes, des gros salaires sur des joueurs moyens. Je veux parler de Zahir Emery, je l'adore, jusqu'à maintenant je l'adore, et la saison dernière c'était un top joueur les 6 premiers mois. Ils sont partis prolonger un mec de 17 ans, ils lui ont mis 10 patates par an. Dans quel club on voit ça au monde? Il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça. On est parti mettre 10 millions d'euros par an à un mec de 17 ans qui n'a jamais rien prouvé. Faut qu'on m'explique. Il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas. Il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas. Compter sur Dembélé, Barcola, j'aime beaucoup. C'est mon chouchou, c'est mon petit poulain. Mais c'est pas normal que ce soit Barcola aujourd'hui ton meilleur buteur. C'est pas normal que ce soit aujourd'hui Barcola un titulaire indiscutable. Je l'adore ce joueur, mais c'est un bon joueur. Je pense que ça va devenir un bon joueur. Je suis pas aussi sévère que Daniel, etc. Mais voilà, on a un mec sur le banc, Désiré Doué. À chaque fois, il rentre en position d'attaquant. Moi, personnellement, je le verrai plus bas. C'est un joueur qui est fin techniquement, il sait sortir de situations particulières, mais là on le met au casse-pipe contre Arsenal en attaquant un ailier droit. Enfin bref, moi il y a beaucoup de choses. Cameron, tu as ouvert beaucoup de tiroirs là justement, on va évoquer tout ça, tu as fait une belle synthèse, et notamment du match de ce soir. Commençons les amis quand même sur Warren Zahir Emery, qui est un sujet presque devenu épidermique depuis quelques jours, quelques semaines autour du PSG. Déjà, un mot sur le match de ce soir. Daniel, tu l'as trouvé comment ? Moyen, mais comme Cameron l'a dit, hein, les 6 premiers mois étaient étincelants parce qu'on le découvrait, il était hyper actif au milieu. Tout ce qui s'est passé autour de lui, il a fallu le gérer pour lui, autour de lui et en lui, et c'est compliqué. Moi, je trouve depuis, sa deuxième partie de saison a été nettement moins intéressante, et là, depuis le début de la saison, je le trouve normal sans plus. C'est un joueur, un bon joueur, mais pas un excellent joueur. Le milieu de terrain du PSG ne profite pas du talent de Warren Zahir Emery. Quand tu vois Vitinha en forme, tu vois que c'est au-dessus. Quand tu vois Joao Neves qui vient à peine d'arriver, qui est un jeune joueur lui aussi, tu vois que c'est au-dessus. Tu vois que c'est capable de faire plus de choses. Moi, j'ai dit, à condition que Ruiz retrouve et qu'il soit mis dans les conditions pour être aussi bon avec l'Espagne, le milieu de terrain du PSG, ça doit être Neves, Vitinha, Ruiz. Zahir Emery doit être un joueur dans la rotation, à moins qu'il explose et qu'il prenne la place d'un des 3 autres. Mais je pense que c'est l'idée. Je le trouve en retrait par rapport aux 3 autres. Mais tu sais, en gros, par rapport à ce qu'on a dit de Luis Enrique, de sa folie des compos, globalement, dans sa tête, lui, Ruiz est un titulaire indiscutable, hein, donc sauf si Ruiz devenait mauvais. Logiquement, oui. Neves est devenu, s'impose, il a été recruté comme un titulaire indiscutable, et moi je suis totalement d'accord. Dans l'esprit de Luis Enrique aussi, je le pense, Vitinha est un titulaire indiscutable. Donc Zahir Emery, au départ, il est dans la rotation, y compris d'ailleurs pour seconder Hakimi en latéral droit, puisque dans cette équipe qui manque de doublons parfois, c'est l'idée de Luis Enrique aussi. Donc ça, pour moi, c'est pas trop un souci. L'équipe type, quelque part, tu l'as, avec un Ramos, je veux dire, remis de sa blessure. Tu vois, tu aurais une équipe avec Barcola, Ramos, Dembélé, et Asensio serait plus dans la rotation, avec Ruiz, Neves, Vitinha. Et puis, même cette charnière centrale, Marquinhos, Pacho, pour l'instant, tu l'as. Je ne dis pas que c'est génial, parce que ce dont on n'a pas parlé, justement, aussi, c'est que dans cette première période qui a été vraiment pas bonne, dès les premières minutes de jeu, Nice peut marquer 2 buts, et même Pacho, il se fait manger, notamment par Guessant, je crois, sur. Donc les côtés ça par exemple, bon, hein, il faut parler des côtés. Et les côtés, Mendes c'est pas bon défensivement. Hakimi est très présent, mais il a raté dans la première période. Oui, il a raté, mais Mendes, le vrai souci de Mendes, qui est énorme offensivement, c'est que ça n'est pas un défenseur. Ah, mais ça, là, à un moment donné, tu as Klose qui prend juste en accélérant, en prenant l'épaule. C'était visible, c'était clair qu'il allait faire ça. L'autre ne couvre pas, ne prend pas, alors qu'en vitesse, c'est pas son problème. Franchement, là, moi, je suis plus inquiet. Enfin, il y a plein de raisons d'être inquiet, je veux dire, par rapport à la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que c'est juste, pour l'instant, c'est juste, c'est sûr. Notamment quand tu n'as pas Dembélé dans l'équipe ou pas Ramos. Mais
Mais en l'occurrence, défensivement, moi, c'est plutôt là-dessus que je voudrais insister ce soir. Le début de match de Nice, qui a juste eu à appuyer très fort pour faire vaciller, je te dis, pas seulement Mendes, mais aussi dans la charnière Pacho. Il y a encore Marquinhos qui fait un sauvetage miraculeux, tu sais, même en deuxième mi-temps. Donnarumma, dont on sait qu'il a, parce que là, il n'a pas ce soir, mais qu'il a des soucis dans le domaine aérien. Là, défensivement, et les CPA et les coups de pied arrêtés, c'est un souci pour le PSG. Ça, c'est un vrai sujet. Après, le reste... Ouais, le milieu de terrain, honnêtement, si tu as Vitinha et que tu as le luxe, entre guillemets, d'avoir un Zaïre Emery dans la rotation, bah ça fait partie d'une saison, tu vois. Oui, tu auras des matchs moins bons. Parce qu'il y a une... en gros, t'as pas de remplaçants, t'en as que 3 qui sont vraiment un peu au-dessus du lot, quoi. Tu vois, c'est pas... On peut pas dire que tu as un choix de fou. Pour la récupération, si tu es sous pressing, si tu es avec une grosse intensité en face, tu vas avoir du mal. La première mi-temps de Nice, elle est formidable. Le milieu de terrain niçois, il est supérieur au milieu de terrain du Parisien sur 45 minutes. Ça, c'est compliqué. Sur toutes les contre-attaques, les récupérations, les transitions, Nice a fait un mal fou, mais un mal fou. Alors, c'est le jeu de Francaise, on le connaît, mais avec un peu plus d'habilité, un peu plus d'adresse technique, Nice aurait pu faire beaucoup plus mal au PSG. Et si tu envisages des matchs plus forts, alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on parle de la Ligue 1, est-ce qu'on parle de l'Europe? Mais l'Europe, on n'a plus vraiment le droit d'en parler, puisque maintenant, ça n'est plus un sujet. Mais bon, ok, peut-être que... Mais pour qu'elle progresse, l'équipe, même en qualité intrinsèque, Vitinha, comme tu le vois là, il ne va pas devenir meilleur que ça. Neves, il peut peut-être s'affirmer encore plus, mais il est déjà, je trouve, très sûr de lui, très en confiance quand il joue. Ruiz, il ne va pas se transformer plus fort qu'il l'est là. Donc ça va passer ce projet par un recrutement, donc de joueurs encore plus forts au milieu. Donc il faudra recommencer, parce que quand tu prends des nouveaux joueurs qui doivent s'imposer, mais c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas le projet. Parce que même devant, on a encore eu Dembélé ce soir. Dembélé qui était puni, qui revient. Dembélé, ce soir, c'est l'homme le plus dangereux. Encore une fois, et comme depuis le début de la saison, c'est celui qui provoque le plus de choses dans le jeu, avec ses défauts, ses qualités. De toute façon, il ne changera jamais. C'est toujours le même. Mais c'est encore lui, c'est de son côté qui a le plus d'offensive. C'est lui qui fait le plus de frappes. C'est lui qui déstabilise le plus. Je ne dis pas qu'il a fait un match extraordinaire. Je dis juste que c'est de son côté qu'il y a le plus de danger. Même par rapport à Barcola, hein. C'est quand même du côté de Dembélé que c'est plus fort. Barcola, ce soir, à part 2-3 fois, il n'a pas... À part une fulgurance ou deux. Mais un mot, Flo, sur les déclarations de Luis Enrique qui est en conférence de presse depuis 2-3 minutes. Il commence par dire j'ai vu un très haut niveau d'erreur commise par mes joueurs ce soir, technique notamment. J'aurais très bien pu faire 5 changements à la pause. J'en ai fait qu'un finalement, en l'occurrence Randal Colomoni. Non mais c'est important parce que c'est pas la même com que d'habitude, tout à fait. Ah non, là il est beaucoup plus frontal vis-à-vis de ses joueurs. Il est frontal vis-à-vis de ses joueurs, et je trouve même que, et je pense qu'un doute s'installe chez lui, parce que je trouve que même sur le banc, il a l'air plus dubitatif, plus déçu, plus en réflexion, tu vois, qu'à une époque. Et il doit s'installe sur quoi? Sur le niveau technique de ses joueurs, sur le niveau global de son équipe? Sur ce qu'on vient de dire. Dommage, c'est la 7e journée. Sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sur effectivement le fait que, tu vois, là, il tente Colomboigny devant, il y croit sans doute très peu. Il se dit, bon, c'est pas possible, je vais rechanger. Mais derrière, c'est pas génial non plus. Et ce qu'il dit là, quand il dit qu'il aurait pu sortir 5 joueurs, tu comprends, effectivement, comme on l'a dit, que cette première période, pour moi, c'était effectivement. Combien il y a de joueurs, en fait, au total? 14? Quoi, ce soir? Non, combien il y a de joueurs dans 18. Oui, mais dans l'effectif, avec combien de joueurs il peut réellement jouer? Il peut jouer avec 18, je te dis 7-18, voilà, c'est ça, quoi. Tu comptes les 11 ce soir, les 3 qui sont entrés. Non. 12, 13, 14, tu peux compter Skriniar, Beraldo, Désiré Doué. Ah, tu comptes pas Beraldo? Beraldo, tu comptes pas? Bah, quand même. Alors là, moi, je peux jouer avec lui. Non, mais pas forcément. Non, mais deux joueurs où tu te dis. Moi j'en compte 18. Bon, je mets Asensio devant, donc j'enlève Colomboigny qui pour moi va plus sortir du bois. Qui va revenir. Donc, attends, tu parles d'un 11 ou tu parles d'un groupe? T'as 12, Kang In-lee ça fait 13. Après c'est compliqué, t'arrives à 14, 15, mais au bout du bout 15. Au bout du bout. Après tu tapes dans les gamins déjà. Au bout du bout, t'es à 15. Vraiment, on l'a dit depuis plusieurs semaines, effectif trop limité. Vraiment. En termes de quantité également. Après, attends, je vais libérer Cameron. Si tu veux rajouter quelque chose, Cameron? Je te libère. Dernière chose. Il y a un truc, le problème, on est parti sur un projet. Je pense que c'est aussi de la faute de notre communauté. Je crois qu'on a la plus mauvaise communauté au monde. Nous, supporters parisiens, la communauté, par exemple, Twitter et machin, trucs comme ça, c'est de la merde. Qu'on me dise, à chaque fois, il y a marre des stars, on veut des trucs Île-de-France, on veut des Colomboigny. Non, les gars.
Le problème du PSG, c'est pas les stars. Le problème du PSG, ça a été qu'on n'a pas su les gérer. Un joueur comme Neymar, quand il arrive, il est exceptionnel. Neymar, les 2 premières années, notamment ces 6 premiers mois, il est exceptionnel. C'est le club qui a fauté, qui n'a pas réussi à tenir ces joueurs-là. C'est ça le problème. Le PSG, l'ADN du PSG, comme dit, c'est les stars. On va pas se mentir. À l'époque, c'est les stars déjà entre guillemets qui l'ont créé entre guillemets ce PSG là. Donc qu'on me dise pas que l'ADN du PSG c'est pas ça. C'était l'ADN du PSG. On a réussi avec les stars. On a toujours eu les stars. Le truc maintenant, passer de OK, on a des stars à 0 stars, c'est n'importe quoi. Ouais, là, je sais pas où ils veulent aller. Mais moi personnellement, ce PSG, il m'excite pas. Moi, je les suis pas. Je regarde les matchs parce que je suis supporter du PSG depuis que je me rappelle, 5-6 ans, un truc comme ça. Donc, logiquement, là, aujourd'hui, j'en ai 36. Donc, je vais toujours continuer à regarder le PSG. Mais je les regarde. Ça m'excite pas. Contre Arsenal, j'ai regardé les matchs. Je savais qu'on allait se faire tabasser. Oui. Cameron, merci d'être venu ce soir. Tu peux nous rappeler quand tu veux pour débriefer un match du PSG ou dans la semaine également, la longue semaine d'After qui vient et de Génération After aussi. Tiens, une nouvelle déclaration de Luis Enrique qui dit « Le début de saison de cette saison-là est meilleur que celui de la saison dernière ». C'est sa lecture ce soir, encore une fois. Bon, ça va énerver Daniel encore un peu plus. Oh non, moi ça m'énerve plus du tout. Mais voilà. Je rappelle également qu'hier, parce que vous parlez de projet tout à l'heure, on ne l'a pas précisé pour ceux qui ne l'ont pas écouté en conférence de presse, il a expliqué que lui, sa mentalité consiste à vouloir tout gagner et qu'il est persuadé que le PSG va tout gagner, sauf qu'il ne met pas de temporalité, il ne dit pas quand, cette saison ou plus tard. Il rappelle également qu'Arteta, puisqu'on lui a parlé d'Arteta cette semaine, a mis 5 ans à monter un effectif. Il a dit ça ce soir dans... Non, il a dit cette semaine-là. Que Arteta a eu 5 ans pour construire un effectif très efficace, 7 ans pour Guardiola, et que lui, ça fait que 1 an et 3 mois qu'il est là. 1 an et 3 mois qu'il est là. Guardiola. Bon, c'est comme ça il a vu que c'était 7 ans pour Guardiola. Il explique qu'il est là depuis 7 ans et que c'est pas du jour au lendemain qu'il va construire un effectif d'Arsenal est intéressant compétitif. Par rapport au fait que moi je me souviens très bien qu'au début Arteta était sous pression parce que ça ne marchait pas et que justement on était un peu sur ce même débat là. Donc... Mais il a fait survirer 2-3 fois. Mais bien sûr. Donc si tu veux, c'est une réalité. Après ça n'empêche pas. Oui, mais Daniel, ça n'empêche pas que tu aies raison sur le point du recrutement et de la constitution d'effectifs où là sans doute que lui a été présomptueux quand il a dit si c'est vrai, si cette histoire est absolument vraie, s'il a dit stop, c'est bon, je vais me débrouiller avec ça. Mais même plus globalement, mais plus globalement, je veux dire, la dictature des coachs espagnols aussi, ça va 2 secondes quoi. Je veux dire, en gros, c'est entre eux, ils ont fait main basse sur le football européen. Et genre, il y en a un, il faut qu'il cite les 2 autres. Genre, c'est la famille, quoi. Mais non, mais c'est des exemples. En gros, c'est la famille. Mais Guardiola, il a eu des quantités d'argent astronomique et il a pas mis, je sais pas, c'était 7 ans, mais peut-être il voulait parler de la Ligue des Champions. Mais je suis désolé, les erreurs de Guardiola pour conquérir la Ligue des Champions, elles sont énormes. Il a eu la tête tellement dure avant de vouloir un 6, avant de vouloir un 9 et tout. Et puis quand bien même, qu'est-ce que c'est que ces comparaisons? Non, mais si, sur la durée, sur le temps. C'est juste ça, sa comparaison. C'est pas dire je suis l'égal de Guardiola. Alors donc en fait, alors, on fait quoi en fait? Les gens viennent au stade pourquoi? Les gens en fait, on vient pour assister pour patienter, à un film en chapitre. À l'éclosion lente c'est à la recherche du temps perdu. Génération. En fait, c'est à la recherche du temps perdu. Donc en fait, un mec maintenant, quand il arrive, il nous dit bon, écoutez, moi je suis là pour 3-4 ans, donc au stade et les observateurs et tout, ben on arrête. Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Au début de saison, dans les matchs du PSG, ils ne sont pas fait chier les supporters dans les premiers matchs. Si vous vous rendez compte, mais cette dictature de la nouvelle communication qui est emmenée justement par ces coachs-là, ils veulent un petit peu révolutionner l'approche qu'on va avoir du football. De toute façon, en ce moment, c'est le retour du temps long. Ils sont un peu dominateurs. Mais non, et ils nous vendent. Il va servir et puis voilà, il va partir. Il va partir parce que pour 2 raisons. Alors je te donne raison sur un point depuis le début. On avait parlé l'an dernier sur la communication. Moi, je ne suis pas du tout Luis Enrique là-dessus. Je pense que c'est une énorme erreur parce que se braquer autant, avec les journalistes qui sont en plus les médias vis-à-vis des supporters, ça ne marchera jamais, ça ne marche pas. C'est une très grosse erreur. Donc ça, c'est une connerie. Et effectivement, dans la façon d'expliquer ou du moins de justifier, si tu as un mec qui t'explique ne serait-ce que ce qu'il a dit avec Guardiola et Arteta, mais de manière plus sympathique, on va dire, et construite, bon, tu peux
écouter, même si tu n'es pas d'accord avec ce propos-là. Donc je pense que sur la com, effectivement, c'est une énorme erreur. Et que c'est aussi pour ça que ça s'arrêtera, comme d'habitude au Paris Saint-Germain, dans les cris et les larmes. Ensuite, il y a un deuxième truc qui m'apparaît plus important en ce moment, c'est que le coach, là en ce moment, est en train de voir effectivement que son effectif ne le suit pas forcément, contrairement peut-être à l'an dernier. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu ce soir, par rapport à ce jeu de possession... En tout cas, ne suit pas son exigence, peut-être. Ouais, mais même... Parce que son équipe ne peut pas le faire. Bon, on aime pas, moi je suis pas un grand fan, mais lui veut quand même jouer vers l'avant. Et j'ai vu pas mal de joueurs qui, dans des incertitudes de passe, même un Dembélé qui a mis une balle en touche là, en direction l'horizontale, quoi. Il y a beaucoup d'horizontalité. Et lui n'est pas d'accord avec ça. Et tu as l'impression qu'il se dit, bah attends, ils font pas ce que je leur dis. Ne sont-ils pas capables? Si, la plupart le sont, ils le font pas. Donc je pense qu'il y a une vraie différence entre l'an dernier et cette année pour ça. Néanmoins, Daniel, tu peux pas dire les gens se sont fait chier depuis le début de la saison, puisqu'on a dit au début, et je te suis sur le fait que c'était pas des gros adversaires, mais que les gens s'étaient régalés. Donc on peut pas dire non plus qu'on s'est totalement fait chier avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Flo, mais j'allais embrayer là-dessus. J'allais dire, et puis je veux bien, mais dans ces surventes de com, de projets, ça veut dire aussi que quoi? Ça veut dire qu'en attendant, on regarde et on s'ennuie parce qu'il y a eu 7 matchs de championnat, c'est pas énorme. Et il y a eu 2 matchs de Ligue des Champions. 2 matchs de Ligue des Champions, mauvais. Championnat, très franchement, sur les 7, s'il y en a 2 où tu as pris du plaisir, c'est le bout du monde. Enfin, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, non seulement on ne peut plus rien dire, on doit s'ennuyer. On ne comprend pas l'explication et on ne comprend pas comment fonctionne le projet. Surtout. Et on doit patienter. Bah alors en fait, on fait quoi? Mais en fait, comme leur com à eux, de toute façon, tous autant qu'ils sont, là, la dictature des Espagnols, c'est qu'en fait, on ne doit plus parler. On ne doit plus rien dire puisque eux-mêmes ont inventé l'idée qu'ils ne veulent plus parler. Bah donc, en fait, c'est quoi? Est-ce que vous vous rendez compte, quelque part, de la révolution qu'ils apportent dans le foot? Bon, Arteta, pour le coup, fait des confs où il est bien plus pédagogue que Luis Enrique. Il parle, il explique. Bon, les amis, bon, moi, par exemple, le match, alors effectivement, les 2 premiers contre des adversaires plus faibles, oui, les supporters, et il le disait, c'était régalé. La victoire à Lille, c'est pas n'importe quoi. La victoire contre Brest, c'est pas n'importe quoi. La victoire contre Rennes, c'est pas n'importe quoi. Tu mets pas tout à la poubelle, quand même. Mais je viens de te dire que... Mais t'as dit 2, j'ai entendu. 2 sur 7. On va pas jouer à un match près, les amis. Brest, c'était pas un match de dingo quand même. C'est pas un match où le PSG, où tu vois du beau jeu et tout. Moi, je sais pas. Non, mais je pensais que c'était récupération haute, pressing. T'es en début de saison, Daniel. Je pensais qu'on allait vertical. Alors, tu vois, il y a un truc qui est complètement fou dans la communication autour de ce coach. On me dit... Moi, je combats cette idée. On me dit 2015, parce que finalement, cet homme-là n'a fait que 2015. Il gagne la Ligue des Champions dans un Barça totalement transfiguré qui était vertical. Donc, c'est lui qui avait apporté cette verticalité. Parce qu'on m'a dit, ouais, il a rompu avec le passé, c'était formidable. Bah, alors, il a fait quoi avec cette verticalité? Après, il va à la tête de l'Espagne. C'est terminé, il n'y a plus de verticalité, c'est on tourne en rond. Il arrive au PSG et il n'y en a plus non plus. Donc, en 2015, on m'aurait menti. Bref, passons à autre chose. Parlons de Nice et des autres matchs. Allez, dans un instant, on parle de Nice et des autres matchs. On va tourner en rond et on va dire que je fais une fixette. Mais bon, moi, j'analyse des faits. Il on aura le temps depuis 2011, donc d'en reparler cette semaine. Daniel, Flo, à mes côtés ce soir dans l'after, 23h22, on va parler de votre équipe supporter niçois. Venez au 32-16 également. Qu'est-ce que vous pensez de ce match nul? Est-ce un bon point pour vous ou est-ce que vous pensez mériter mieux? Rester avec nous, c'est l'after sur RMC. On revient dans un instant, à tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Nicolas Jamin. L'after avec Florent Gautreau, Daniel Riolo, 23h27, vous écoutez RMC, on parlera des autres matchs d'ici quelques minutes. D'abord un mot sur Nice, bien sûr, plus que ça même, un partout ce soir. Bon, je rappelle quand même les amis, même si on a été positif sur le match de Nice ce soir, et on a eu raison de l'être, 4 matchs sans victoire sur les 4 dernières rencontres, donc toutes compétitions confondues. On a toujours du mal à situer le niveau niçois. Tiens, Francaise en conférence de presse, justement à l'instant, on l'écoute, on en parle après. Donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais et on aimerait tous avoir plus de points, mais ce qui me rassure, c'est je trouve quand même qu'on avance, qu'on progresse, qu'il y a des choses qui bougent de mieux en mieux. Et je ne vais pas revenir sur les 3 points qu'on a perdus à Auxerre lors de la première journée. Et c'est comme ça, on avance et on a nos 9 points, il faudra faire mieux dans les prochaines semaines.
Franck Hez en conférence de presse, il a raison. 2 victoires seulement Nice cette saison, les amis. Hein. Ah oui, non, mais c'est toutes pas... compétitions confondues, Saint-Etienne 8-0 et une victoire à Angers, 4-1, dernier de Ligue 1. Hein. Il est aussi important déjà dans le milieu, aussi dans la récupération des balles. Est-ce que vous attendiez qu'il serait aussi primordial dans ce milieu, aussi vite aussi? Ce qui est bien, c'est que les 2 aiglons des mois précédents, c'est les 2 autres milieux de terrain. Donc ça veut dire que j'ai plein de bons joueurs en milieu de terrain. Parce que je crois que c'est Hicham qui a été le premier aiglon du mois d'août. Oui. Et le meilleur joueur niçois par les supporters. L'aiglon du mois de septembre. Donc peut-être que Tanguy sera l'aiglon du mois d'octobre. En tout cas, je suis content d'avoir déjà ces trois jours-là. Et notamment de récupérer Tanguy Soir qui a eu quelques petits pépins qu'on a dû gérer ces derniers jours. Et en attendant que d'autres comme Morgan reprennent. Parce que pour faire toutes les compétitions, il faut avoir plusieurs bons joueurs à tous les postes. Bon, voilà, Franck Hez, les réactions sur je pense que Nice a un effectif assez conséquent pour jouer le football que veut Franck Hez. C'est-à-dire que on trouvera parfois que c'est pas toujours techniquement hyper propre, mais ce football qu'il veut, on connaît, d'intensité, de pressing assez haut, où immédiatement, dès qu'on a le ballon, on essaie de trouver la profondeur, avec des joueurs qui donnent un maximum et qui finissent rincés. Je pense qu'il a. Maintenant, il va falloir qu'il le mette en place. Oui, le nombre de victoires n'est pas important. Si je suis lui, je sors de ce match-là, je suis forcément content parce que c'est le PSG et parce que j'ai quand même fait globalement un bon match. Mais il faut que je trouve pourquoi je fais une première mi-temps top et une deuxième où j'ai l'impression de ne plus avoir de jambes, plus d'énergie. Alors évidemment, je peux me dire ah bah ouais, mais c'est parce que c'est quand même le PSG, c'est quand il commence à faire tourner le ballon et on commence à être un petit peu cuit forcément à force de courir après. C'est certainement un début d'explication, mais il faudrait qu'il équilibre un petit peu plus. Et quand il a fait rentrer, parce que maintenant on peut faire, pour jouer ce football énergivore, on peut quand même faire rentrer 5 mecs. Il les a fait rentrer. Je trouve pas que les mecs qui sont rentrés ont réussi à réellement maintenir un bon dynamisme dans le 11 niçois. Non, parce qu'il n'a pas, à part Rosario, en fait, si tu veux, il a fait ses changements plutôt offensifs. Tu sais, en faisant rentrer Diop et Moukoko, parce que le Ndiaye Chimié, c'était lié à une blessure. Et il les fait rentrer, donc... et eux, c'est pas dans ce domaine-là en fait que Nice souffrait. Enfin, même si tu peux continuer évidemment presser dès l'attaque. Et finalement, il fait rentrer Rosario, mais seulement à la 88e. Donc en gros, il est allé au bout de son idée et en gros, à la fin, il jouait le nul. Absolument. Nice. Donc il va falloir qu'il équilibre un petit peu plus les forces de son équipe et les changements, savoir ouais, mais quand c'est les peut-être faire. Là où, par rapport à ce que tu dis, que l'effectif, oui, est taillé. Et là, on voit bien la cohérence pour le coup du projet par rapport à ce que veut faire Hez. En revanche, il n'est pas extensible non plus. Tu parlais tout à l'heure du PSG avec le nombre de joueurs. Je trouve qu'effectivement, je regardais le banc aussi tout à l'heure en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire pour redonner du souffle? Tu vois, là, Ndiaye Chimié, il faudra suivre pour voir ce que c'est, là, ce qu'il a, parce que c'est un élément capital. Il n'était pas là au début. Parler des 2 victoires si un mec comme Diop redevient un vrai joueur de foot, c'est un gars qui a tellement de qualité. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Je sais. Il est régulier, moi j'aime beaucoup. C'est un tourangeau, c'est un beau joueur. Je sais, quand il rentre, t'attends toujours quelque chose de lui, mais effectivement, il est fragile physiquement. Non, mais offensivement, en fait, si tu veux, au début de la saison, il y avait trop d'absents. Ndiaye Chimié, il y avait des cadres, Boga, Ndiaye Chimié, Mofi, trop. Sanson. Et s'en sont bien sortis, justement, j'ai pas fait exprès, s'en sont bien sortis. Justement avec ça, et surtout dans le calme, j'ai dit, d'un club qui lui a dit à Hez, t'inquiète pas, on a compris, on n'est pas encore au top. Il recrute Moukoko. Faut pas l'oublier, tu sais. Lui, j'ai de vraies interrogations. Ouais, mais en tout cas, et donc offensivement, tu as Boga qui revient, Guessant qui est bon, Mohamed Ali Chaud, Moukoko qui a été recruté, Mofi en tribune, Laborde encore dans le truc, dans la rotation. Donc offensivement, c'est plus du tout la même histoire qu'on pouvait imaginer en début de saison, avec Boga notamment qui avait été très bon l'an dernier. Après, effectivement, c'est ce qu'il a réussi à construire, cette défense à 3 qui me surprend toujours, moi, avec Ndiaye Chimié et Dante sur le côté gauche de la défense à 3, parce que j'avais toujours imaginé. Et Bombito. Et ça, ces 3-là, effectivement, c'est parfait. Donc, moi, je pense qu'il manque peut-être effectivement de rotation au milieu, peut-être. Bon. Jérôme est avec nous, 32-16, supporter niçois, il était au stade. Salut Jérôme. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after, bienvenue sur RMC. T'as dû kiffer la première mi-temps, parce qu'il y avait une bonne ambiance et Nice jouait un football qui donnait envie
Mais attends, le stade, on m'a dit, était pas forcément plein, c'est vrai? C'était pas guichet fermé. C'est ouf, non? Ça, c'est incroyable. L'équipe tourne bien, c'est sympa, t'as un bon effectif, t'as le PSG, et j'ai entendu qu'il y avait encore de la vente de place. Jérôme. C'est ça. En fait, moi, non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Daniel. Je suis plutôt d'accord avec toi, et ce soir, je trouve quand même c'est intéressant le match de Guessant devant. Evan Guessant, il m'a franchement ce soir, j'ai kiffé ce qu'il a fait. Tu vas en parler, Daniel. Vas-y, Jérôme, développe sur Guessant. Donc en fait, sur ce joueur-là, c'est un joueur qui est très mobile, dos au but. Il a été très bon. La première demi-heure de Nice, elle est vraiment très très bonne. Je pense que si on mène, qu'on est un petit peu plus efficace devant, on peut mener 2-0 et le 1-0 à la mi-temps, il n'est pas volé. Après, Guessant, quand il est comme ça, dos au but, quand il a l'âge tout de suite, quand il fait ses appels, quand il a cette percussion, quand il est solide au duel, on peut pas lui reprocher quand même. C'est quand même physiquement un mec, il va falloir aller bouger. Je trouve qu'il a quand même deux trois Mofi dans les jambes, quoi. Parce oui. Mofi, putain, à côté, c'est lent. Je suis d'accord. Et je pense que il demande qu'à progresser, ce joueur. Et je pense que sous elle, en fait, il faut lui donner confiance. Il faut l'installer. Voilà. Moi, avec le match qu'il fait ce soir, la qualité de ses prises de balles, ça permet au bloc de remonter. Il oriente, il pivote. Franchement, je le bouge plus. Je le mets en pointe et j'y touche plus. Tu avais un avis un peu différent, Daniel, après le Nice en Ligue Europa face à la Lazio, ou Nice Real Sociedad notamment. Je t'expliquais que c'est un joueur qui n'avait pas forcément une grosse marge de progression, qu'il était intéressant, qu'il avait une intensité et de l'envie. Tu parlais de lui précisément? Oui, je me rappelle. À l'image, oui, notamment, on parlait à l'image de Niçois, quoi. C'est une équipe assez qui peut être intense, qui colle peut-être au style Franck Hez, mais qui manquait de finesse aussi. Mais je te parlais. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pour jouer le football de Francaise, oui, voilà, parfois on dira, oui, ils ont raté ça. D'ailleurs, c'est ça qui, sur la première mi-temps, a fait qu'ils n'ont pas marqué plus tôt. C'est parce qu'à chaque fois, il manquait le petit truc technique qui fait la différence. Il fait la frappe, il fait la passe, il fait le mais lui, Evan Guessant, Evan Guessant, franchement, là, ce soir, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé, vraiment. Après, je veux rebondir sur la qualité de jeu et aujourd'hui, on prend les points qu'on doit prendre. C'est sûr qu'on a des points en moins et ça nous manque un peu au classement. Mais moi, j'ai envie de faire confiance à Francaise. Et comme je vous rejoins sur ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est que par rapport à l'effectif et par rapport aux solutions qu'il a et ce qui va revenir, on a quand même Sanson, Laborde. C'est quand même des joueurs qui sont dans un collectif. Quand je vois l'entrée de Moukoko, je préfère qu'un Laborde y rentre parce que je sais qu'il va avoir sa grinta sur le premier pressing et tout ça, même s'il a 20 minutes dans les jambes. Donc avec l'effectif qu'il a, les solutions devant, au milieu, si Ndombele se blesse pas, même avec Youssouf, on sait que derrière, Dante, ça fait un peu peur, mais encore le match qui sort ce soir, c'est quand même un gros match. Dante, c'est encore à chaque fois, je sais pas. Là, on a pu faire souffler un petit peu en coupe aussi. Voilà, si on gère bien le cas Dante. Je sais pas ce qu'il prend, mais. C'est Benjamin Button, le mec. Je sais pas ce que c'est son hygiène de vie, mais il est en gestion parfaite de son match également. En revanche, Nico, je sais quand même que je suis pas complètement encore cramé. Oui, jeudi soir, j'ai certainement pas dû parler d'Evan Guessant parce qu'il n'a pas joué. Pas jeudi soir, je parle après Nice. D'accord. Juste sur Dante. Attends, juste un point sur Dante, ce qui est dingue, l'action de la fin du match. Parce qu'il est quand même, il a son âge, quoi, tu vois. C'est lui qui récupère, qui dribble et qui relance. Et là, je l'ai vu. Bon, il était fatigué au flash interview après, quand même. Mais je me suis dit, là, il y a un mec incroyable. Parce que pour arriver à faire ça à la 90e, j'avoue que là, je suis un peu bluffé. Bon. Moi, je voulais dire juste une dernière chose, rebondir sur une chose, c'est que Francaise, si on lui laisse un peu de temps, si l'équipe elle se met à tourner, je pense que si on reproduit la même prestation que ce soir contre des équipes qui sont entre guillemets, même si on sait que c'est la Ligue 1 mais quand même un peu moins fortes, comme des déplacements à Nantes, des matchs contre Le Havre ou ce genre de performance. Si on fait ce genre de performance comme ce soir, je vois pas comment on peut pas gagner ces matchs-là. Donc des points, on va en prendre, on va remonter, je pense, au classement. Et j'espère que l'équipe sera prête physiquement pour aborder janvier, février, peut-être sans la Ligue Europa. Si on y est pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça va, t'as les joueurs pour tourner, pour faire jouer jeudi, dimanche. Au milieu, tu les as, ça va. Tu peux, surtout qu'avec le parcours, avec le programme que tu as, il n'y a pas que des cracks dans ton menu. Donc tu peux faire tourner le jeudi, t'es pas obligé, et ça c'est sûr. Après, t'évites d'aller prendre des raclés comme tu as pris à Rome jeudi soir. C'est un peu Ce qui est intéressant dans la composition de l'effectif, c'est que tu t'aperçois que sur plein de postes, tu as fait des bons choix. C'est-à-dire que le Ndombele, là, tu le retrouves meilleur qu'il a jamais été. C'est combien de temps ça va tenir, quoi. Oui, mais bon, c'est quand même excellent. Klose, il faut reconnaître que sur le côté droit, il apporte énormément. Donc c'est bien. Klose, c'est un S-boy.
Oui, voilà, ça correspond pile poil. C'est pour ça que je te dis le recrutement, effectivement, Bombito, ça colle. Même côté gauche, tu vois, je voyais Barre en tribune. Barre, tu sais, qu'on a toujours mis out et qui revient toujours par la fenêtre. Et ben Barre, il sera dans l'état d'esprit que veut S, donc dans la rotation. Donc ça fait aussi un joueur. Barre, en il plus. va falloir qu'il aille sortir. Non, mais dans la rotation, il sera dans la rotation puisque tu parlais de la Ligue Europa et du championnat. Qui a fait un bon match ce soir, qui a une sacrée énergie aussi. Abdi. El Abdi, pardon, oui. El Abdi.